Tu connais peut-être cette scène silencieuse que se répète en toi depuis des années, celle où quelqu'un te regarde avec une sincérité désarmante et dit quelque chose de gentil sur toi, un compliment, une reconnaissance, un fragmento de lumière qu'il t'offre presque comme un don. Et pourtant ton cerveau, au lieu de se détendre, au lieu d'absorber cette douceur, réagit comme si une menace venait d'être détectée. C'est étrange, presque paradoxal, mais la neurobiologie explique que certaines personnes, à cause d'un passé tissé de micro-traumatismes et de répétitions émotionnelles, développent une hypervigilance spécifique aux signaux positifs, comme si le danger n'était pas dans l'offense, mais dans la possibilité d'être vu. Quand un compliment arrive, le système limbique peut s'activer comme si une alarme interne se déclenchait, et ce que les autres percevent même comme un geste d'affection, toi tu ressens parfois comme un piège subtil, une porte qui s'ouvre sur un territoire incertain, un territoire où tu pourrais être démasqué, fragilisé, exposé. Des recherches menées par l'université de Stanford et plusieurs laboratoires de neuropsychologie montrent que le cerveau habitué à l'autodévaluation chronique développe des circuits neuronaux où tout signal positif est traité comme incohérent, donc suspect. C'est comme si ta biologie pensait « ce qui est bon n'est pas réaliste, méfie-toi ». Et cette méfiance ne se manifeste pas seulement dans un silence ou dans un sourire raide. Elle apparaît sous forme de micro-réactions presque invisibles, un léger recul du corps, une respiration plus courte, une incapacité à soutenir le regard, une envie de changer de sujet, ou même une sensation de chaleur désagréable qui te traverse comme un rayon de lumière auquel tu refuses instinctivement de t'exposer. Ce sont ces signes discrets, ces détails que la psychologie décrit comme des réponses autonomes à la dissonantia cognitive. Le compliment entre, mais ton système ne l'intègre pas. Il cherche la faille, il examine chaque mot, il décortique l'intonation, il cherche dans l'expression de l'autre la trace de la moquerie ou de la manipulation, même quand il n'y en a pas. C'est là que le suspense psychologique commence, ce moment où l'on observe ce que le cerveau fabrique en coulisses, cette tension entre ce que tu entends et ce que ton corps croit devoir éviter. Le phénomène évolue ensuite en plusieurs étapes, presque comme une transformation silencieuse. Au début, il y a le doute, un compliment arrive, et une petite voix intérieure le remet immédiatement en question. Puis vient l'inconfort, le corps se crispe, le cœur accélère légèrement, un malaise subtil envahit la cage thoracique. Ensuite, sans que tu le veuilles, se déclenche l'autoprotection. Tu minimises, tu te justifies, tu renvoies tel éloge à l'autre, ou tu fais une remarque ironique pour contourner le danger de te sentir vu. Et si cela se répète souvent, une dernière étape se met en place, presque dévastadora. Tu cesses de croire que quelque chose de bon puisse véritablement te concerner, et tu t'installes dans une forme de refus permanent de toute reconnaissance, même celle que tu mérites. Ce n'est plus seulement une défense, c'est un exilio intérieur, mais il y a une dimension indamée profonde et collective, car ce refus des compliments ne naît jamais isolément. Il est souvent transmis comme une sorte de héritage invisible. Dans certaines familles, recevoir quelque chose de positif est immédiatement suivi d'une mise en garde, d'une comparaison, d'une critique dissimulée. Dans certains groupes, montrer de la fierté ou accepter la lumière peut être interprété comme de l'arrogance, alors chacun apprend, presque comme un rituel ancestral, à rejeter ce qui pourrait les placer au centre. Dans certaines historia collectiva, les compliments étaient utilisés comme manipulation ou contrôle, et l'inconscient collectif a gardé cette mémoire, comme un murmure ancien qui dit « si quelqu'un te valorise, prépare-toi ». Les archétypes sociaux eux-mêmes renforcent cette méfiance. Les figures humbles doivent rester invisibles. Les figures fortes ne doivent jamais montrer de vulnérabilité, et les figures blessées ne doivent jamais croire qu'elles méritent mieux. Pourtant, au cœur même de ce labyrinthe émotionnel, existe un protocolo de sobrevivencia, non pas celui qui te isole davantage, mais celui qui te permet de reprendre le contrôle. C'est une stratégie mentale qui commence avec une prise de conscience. Reconnaître que ton premier réflexe n'est pas une vérité, mais un vestige. La conscience devient un escudo silencieux, quand tu observes tes réactions sans t'y identifier, quand tu laisses le compliment toucher la surface sans te forcer à y croire immédiatement, mais sans le rejeter non plus. La retirada stratégique consiste à ne pas combattre l'éloge, ne pas te défendre contre lui, ne pas analyser l'autre, mais juste respirer une seconde de plus avant de répondre, créer un interstice entre toi et ton automatisme. Dans cet espace minusculo, le corps cesse de confondre lumière et danger. Et à mesure que tu respires dans cet espace, un climax philosophique commence à surgir, comme une brèche dans le noir. Peut-être que le véritable paradoxe n'est pas que tu n'acceptes pas les compliments, mais que tu n'as jamais été autorisé à te voir comme quelqu'un pouvant exister pleinement. Peut-être que chaque fois que tu rejettes une parole douce, ce que tu refuses, ce n'est pas l'autre, mais ton propre reflet. Et alors, une pergunta échoa doucement, presque comme un susurro que reste suspendu d'un mémoria. Et si le danger n'avait jamais été l'éloge, mais la possibilité que tu sois réellement digne de lui,
Tu sais, il existe quelque chose d'étrange et presque poétique dans la manière dont certaines personnes traversent la vie avec un miroir intérieur fissuré, un miroir qui déforme chaque reflet, chaque nuance, chaque tentative du monde extérieur de montrer quelque chose de beau à leur propos. Non pas parce qu'elles veulent se cacher ou se punir, mais parce que ce miroir s'est brisé il y a longtemps, parfois dans l'enfance, parfois dans une série de petites humiliations, parfois dans des comparaisons incessantes qui les ont modelés comme l'eau modèle les pierres. La psychologie cognitive explique que l'auto-image se construit comme une architecture fragile, avec des couches de croyances qui se superposent, et lorsqu'une personne a vécu longtemps avec l'idée de ne jamais être suffisante, le cerveau se met à filtrer toute information positive comme un intrus. Ainsi, lorsque quelqu'un offre un compliment sincère, ce n'est pas la douceur de l'éloge qui est ressentie, mais une contradiction interne, comme si deux réalités venaient se percuter. Le cerveau, incapable de réconcilier ces versions opposées de soi, déclenche ce que les chercheurs appellent un conflit de cohérence identitaire, une sorte de turbulence intérieure où le corps cherche à restaurer ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît fait mal. Et c'est dans ces moments que les signaux d'alerte apparaissent, non pas comme de grandes crises visibles, mais comme des frémissements subtils qui trahissent un monde intérieur en tension. Une personne dont le miroir intérieur est brisé ne sourit jamais vraiment lorsqu'on la complimente. Elle esquive, elle détourne légèrement la tête, elle répond trop vite, ou au contraire, se fige quelques secondes, comme si elle tentait d'évaluer le risque de laisser cette parole douce entrer dans une structure interne déjà fissurée. Elle peut ressentir une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de pression et de vide, une sorte de silence oppressant dans lequel elle analyse chaque mot pour déceler s'il n'y aurait pas un mensonge caché, une intention secrète, un jugement déguisé. Cette méfiance subtile, presque imperceptible pour les autres, est en réalité un mécanisme de sauvegarde, un comportement appris pour survivre dans des environnements où la reconnaissance était rare, conditionnelle ou dangereuse. Mais ce qui commence comme une réaction de protection se transforme avec le temps en un véritable processus, un phénomène évolutif qui peut devenir dévastateur. Au début, la personne se contente de douter des compliments. Ensuite, elle commence à dévaloriser systématiquement tout ce qu'elle fait, comme si cela diminuait la chance d'être déçue ou exposée. Peu à peu, elle en vient à saboter les occasions où elle aurait pu briller, préférant rester dans l'ombre plutôt que de risquer d'être vue. Puis, dans une étape encore plus profonde et douloureuse, elle se détache complètement de l'idée même qu'elle puisse avoir de la valeur, construisant autour d'elle une forteresse intérieure qui la protège du danger de la lumière, mais qui l'emprisonne dans une obscurité silencieuse. La psychologie décrit ce stade comme une internalisation totalisante de l'autocritique, un état où la personne cesse de croire en tout élément positif qui la concerne, comme si chaque éloge était un mensonge prononcé dans une langue étrangère. Mais ce miroir brisé n'appartient jamais seulement à un individu. Il est souvent hérité comme un objet de famille, passé de génération en génération, sans que personne ne sache vraiment quand il a été fissuré. Dans certaines dynamiques familiales, recevoir un compliment est immédiatement suivi d'une remarque « pour te garder humble », une tradition qui se veut protectrice, mais qui finit par enseigner que la lumière est dangereuse. Dans certains environnements sociaux, se valoriser est mal vu, interprété comme de la vanité, alors chacun apprend à se minimiser pour s'intégrer. Et dans les mythes collectifs, il existe des archétypes entiers construits autour de l'idée que se reconnaître soi-même est un acte de provocation contre le groupe. Ainsi, sans même s'en rendre compte, ceux qui ne croient jamais aux éloges portent parfois le poids d'une mémoire ancienne, comme si des voix invisibles murmuraient encore « Ne te fais pas remarquer, ne crois pas trop en toi, reste à ta place ». Cependant, à travers les fissures de ce miroir, il existe toujours une possibilité de survie intérieure, un protocole presque secret que l'on apprend quand on commence à comprendre la nature de ses propres ombres. Protéger son esprit ne signifie plus fuir les compliments, mais observer ce qui se passe en soi lorsqu'ils arrivent. Identifier la contraction, la méfiance, le refus, et ne pas leur obéir immédiatement. La conscience devient un refuge, un espace où l'on peut replacer chaque mot dans son contexte, reconnaître que l'inconfort n'est pas une preuve de mensonge, mais une preuve de blessure. La retirada stratégique consiste alors à ne pas rejeter l'éloge, mais à le laisser flotter autour de soi quelques instants, comme une lumière que l'on apprivoise doucement, sans brûler, sans forcer, sans se cacher. Dans ce lent apprivoisement, le corps cesse progressivement d'associer la chaleur à la menace. Et lorsque cette transformation commence, quelque chose de profondément philosophique se produit, comme si un écho ancien se réveillait dans le silence de ton esprit. Peut-être que le miroir n'a jamais été brisé pour t'empêcher de voir ta valeur, mais pour t'obliger à la reconstruire pièce par pièce, avec une lucidité que peu de gens possèdent. Peut-être que chaque compliment rejeté révèle non pas une fragilité, mais une profondeur. Et alors, une dernière question résonne, douce et incertaine, presque comme un écho venant de très loin. Et si la véritable menace n'était pas le compliment, mais l'idée que tu pourrais enfin te reconnaître dans sa lumière?
Il existe un phénomène encore plus subtil que le simple malaise individuel face aux compliments, quelque chose de plus ancien, de plus vaste, presque de plus mythologique, comme si chaque fois qu'on te disait quelque chose de beau, ce n'était pas seulement toi qui réagissais, mais toute une lignée derrière toi, une chaîne d'histoires, de silences, de blessures accumulées qui se réveillaient d'un coup. Parce que la psychologie moderne, appuyée par des travaux de l'université de Yale sur la transmission émotionnelle intergénérationnelle, montre que la mémoire du danger ne s'inscrit pas seulement dans ton cerveau, mais se dépose aussi dans ton corps, dans ta manière d'interpréter le monde, et surtout dans ces instants où une parole douce atteint une zone de toi que tu pensais endormie. Ce n'est pas le compliment en lui-même qui trouble, mais tout ce qu'il réactive, comme si une porte secrète s'ouvrait et laissait remonter l'écho d'expériences qui ne t'appartiennent pas entièrement, des expériences parfois vécues par tes parents, ou même par leurs parents avant eux, inscrites dans une sorte de archive silencieuse, où se mêlent honte, prudence, humiliations anciennes et méfiance vis-à-vis de tout ce qui semble trop lumineux. Dans ce terrain où la psyché et l'inconscient collectif se chevauchent, les signaux d'alerte deviennent encore plus complexes. Quand quelqu'un te complimente, tu crois que c'est ton esprit conscient qui doute, mais souvent ce sont d'autres voix, plus anciennes, qui parlent à travers toi. Tu sens une crispation dans ton ventre, un resserrement dans ta gorge, une envie de te protéger comme si quelque chose d'invisible avançait vers toi. Le compliment, dans cette perspective, fonctionne comme un déclencheur sensoriel. Il active les traces mnésiques du danger stocké dans ton système nerveux. Peut-être que dans ta famille, les compliments étaient toujours suivis d'une critique, ou servaient de prélude à une demande, ou encore n'étaient accordés que dans des moments de manipulation affective. Et ton corps, fidèle à sa mémoire, réagit avant même que tu aies le temps de réfléchir. Ce n'est pas seulement un refus, c'est une défense ancestrale. Et ce processus se déroule comme un récit en plusieurs étapes, une sorte de dramaturgie psychique où tu n'es pas toujours conscient des protagonistes qui t'habitent. D'abord, la mémoire personnelle se réveille, se souvenir d'une honte passée, d'une moquerie, d'une fois où l'on t'a laissé croire que tu avais de la valeur pour mieux te faire tomber après. Ensuite, c'est la mémoire familiale qui prend le relais, un ensemble d'histoires non racontées, de phrases répétées à table, de modèles affectifs appris sans explication. Puis, dans une troisième phase, encore plus profonde, surgit la mémoire collective. Ces récits culturels où l'éloge est présenté comme une ruse, où la lumière attire le regard et donc le danger, où se valoriser soi-même est condamné comme orgueil ou prétention. Et enfin, à un niveau presque mythologique, les archétypes prennent forme. L'archétype du survivant qui ne croit jamais au bon, l'archétype du modeste éternel, l'archétype de celui qui se protège du regard du monde en dévalorisant son propre reflet. Quand un compliment arrive, tu crois répondre pour toi-même, mais tu portes parfois toutes ces présences en toi. Dans ce continuum entre le personnel et l'ancestral, il devient clair que le phénomène ne t'appartient pas entièrement. Il s'inscrit dans une dynamique de groupe, dans ce que Jung appelait l'âme collective, là où se répètent les mêmes mécanismes de méfiance, génération après génération. Dans certaines familles, par exemple, montrer une qualité revient à se mettre en danger, car cela expose, cela crée des attentes, cela ouvre la possibilité d'être attaqué ou jalousé. Dans certaines communautés, les compliments sont perçus comme des malédictions déguisées, des mots capables d'attirer le mauvais œil. Et dans certaines histoires culturelles, se reconnaître soi-même est un acte presque interdit, car cela défie la logique de survie fondée sur la discrétion et la vigilance. Ainsi, lorsque tu refuses un éloge, il est possible que tu obéisses à une fidélité inconsciente envers ceux qui, avant toi, ont dû se protéger en restant invisibles. Pourtant, dans ce paysage rempli d'ombres anciennes, il existe un protocole de protection qui ne consiste pas à te fermer davantage, mais au contraire à te libérer de ce qui ne t'appartient pas entièrement. Ce protocole commence par une observation simple mais difficile. Reconnaître que ta réaction n'est peut-être pas la tienne, mais celle d'une mémoire plus vaste. La conscience agit alors comme une lanterne que l'on allume dans une caverna, éclairant non seulement ce que tu ressens, mais aussi son origine. La retirada stratégique consiste à rompre le cycle en acceptant de ressentir l'inconfort sans te laisser guider par lui, en te demandant calmement « Est-ce que ce malaise est à moi ou à quelqu'un qui a vécu avant moi ?» Dans cet espace minuscule, où tu refuses d'être seulement l'héritier de la peur, le compliment cesse de résonner comme une menace et devient une occasion de transformation. Et c'est là qu'apparaît le climax philosophique, comme une voix venue d'un temps plus ancien encore, qui semble murmurer depuis le fond de ton propre inconscient. Peut-être que chaque compliment que tu rejettes n'est pas une preuve de faiblesse, mais un souvenir vivant d'un monde où la lumière était dangereuse. Peut-être que ton défi n'est pas d'accepter l'éloge, mais d'accepter de ne plus porter seul la peur de tant d'autres. Et alors, une question, lente et profonde, se répand en toi comme un écho qui refuse de se taire. Et si croire en un compliment était pour toi le premier acte de liberté envers tout ce qui t'a précédé? Il existe un moment presque imperceptible, un instant suspendu entre la parole de l'autre et ta réaction, où quelque chose en toi se replie comme une fleur menacée par une lumière trop brusque.
Tu pourrais croire que ce n'est rien, un simple réflexe, mais la psychologie profonde révèle que c'est là, précisément dans ce battement de cœur discret, que commence un cycle d'auto-sabotage si ancien et si silencieux que tu n'en as peut-être jamais vu la forme entière. Quand quelqu'un te complimente, ce n'est pas seulement une parole que tu refuses, mais une partie de ton potentiel que tu repousses dans l'ombre. La neuropsychologie parle de dissonance identitaire protectrice, un mécanisme paradoxal où le cerveau choisit ce qui est connu, même si c'est douloureux, plutôt que ce qui est nouveau, même si c'est beau. Et c'est ainsi que ceux qui ne croient pas aux compliments s'habituent à vivre dans un territoire intérieur où le potentiel est perçu non comme une promesse, mais comme un risque, presque comme une exposition à un regard brûlant qui pourrait révéler trop de choses à la fois. Ce cycle se manifeste d'abord avec une douceur dangereuse. Tu minimises un compliment, tu détournes la tête, tu ris nerveusement, et cela semble anodin. Mais ces gestes, répétés 1000 fois, deviennent des fondations invisibles d'un système entier de fuite. L'auto-sabotage ne commence jamais avec un cri, il commence avec un murmure. Le premier signal d'alerte survient dans le corps, une contraction fugace, un reflux de chaleur dans la gorge, un inconfort presque imperceptible. Puis viennent les réactions comportementales. Tu refuses les opportunités qui pourraient confirmer ce compliment, tu t'excuses d'exister, tu te dis que ce n'est pas pour toi. Tu choisis le moindre chemin non parce qu'il est plus sûr, mais parce qu'il t'offre le confort d'une invisibilité familière. À ce stade, l'autosabotage n'est pas encore un monstre, c'est une habitude. Pourtant, comme toutes les forces psychiques non reconnues, il évolue. Après le stade du refus léger vient celui de la distorsion, où tu commences à interpréter chaque mot positif comme une exagération, un malentendu ou une politesse vide. Le troisième stade est l'érosion silencieuse. Tu te mets à dévaloriser systématiquement tes compétences, parfois même avant que quelqu'un ne te félicite, comme si tu voulais empêcher tout risque d'être trop estimé. Le quatrième stade, lui, est dévastateur. Tu deviens ton propre censeur, celui qui étouffe chaque impulsion de croissance, chaque élan de confiance, chaque idée qui pourrait t'emmener plus loin. Et finalement, il y a le stade le plus sombre, celui où l'on cesse de lutter. Tu te convaincs que ton potentiel n'a jamais existé, que les autres exagéraient, qu'ils ne te voyaient pas vraiment, ou pire encore, qu'ils avaient tort. C'est dans cette dernière étape que l'autosabotage n'est plus un mécanisme, mais un destin intérieur. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que ce cycle ne se forme jamais seul. Il est amplifié par les groupes, par les familles, par les milieux sociaux, par les dynamiques où la modestie est la norme absolue, et où l'expression de son propre potentiel est interprétée comme une menace pour l'équilibre du groupe. Dans certains cercles, être bon est un fardeau. Dans certaines familles, l'enfant qui réussit trop devient celui qui se croit spécial. Et dans certaines cultures, l'idée même de se reconnaître un talent est vue comme un affront à l'ordre établi. Ainsi, les individus qui refusent les compliments ne s'effacent pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour rester fidèles à un système implicite où briller équivaut à trahir. Ils portent, souvent sans le savoir, le poids symbolique d'un rôle, celui du discret, du modeste, du silencieux, celui qui protège le groupe en ne dépassant jamais la frontière invisible de ce qui est acceptable. Dans ce paysage mental saturé de liens inconscients, il existe pourtant une possibilité de renverser la mécanique. Le protocole de protection commence par un geste qui semble minuscule, presque naïf. Accepter de ne pas rejeter immédiatement l'idée qu'un compliment puisse toucher une zone vraie de toi. Non pas y croire aveuglément, mais créer une distance avec ton réflexe de refus, comme un explorateur qui s'approche doucement d'une source d'eau qu'il croyait dangereuse. La conscience devient ton outil principal, une sorte de lampe que tu tiens devant toi pour éclairer les angles sombres où ton auto-sabotage se cache depuis des années. La retirada stratégique consiste alors à identifier les moments où tu te sabotes, non pour t'en vouloir, mais pour comprendre que ces gestes étaient autrefois des stratégies de survie et qu'ils ne sont plus nécessaires aujourd'hui. À mesure que tu fais cela, quelque chose change lentement, presque imperceptiblement. Ton potentiel arrête d'être un ennemi et devient un territoire à reconquérir. Et c'est là que surgit le climax philosophique. Cette résonance profonde qui se forme quand tu prends conscience que peut-être, depuis toujours, tu n'avais pas peur des compliments, mais de ce qu'ils révélaient, la possibilité que tu sois capable de bien plus que ce que tu as accepté jusqu'ici. Peut-être que l'autosabotage n'a jamais été un défaut, mais un mécanisme forgé dans un temps où tu avais besoin de te protéger. Et peut-être que maintenant, le véritable courage n'est pas d'accepter un éloge, mais d'accepter de voir que tu n'as jamais été aussi petit que ce que tu croyais. Alors une question se met à vibrer doucement, comme un souffle qui traverse l'esprit. Et si c'était toi, depuis le début, que tu avais peur de rencontrer vraiment ? Il y a un moment, presque imperceptible mais terriblement significatif, où l'on comprend que ceux qui ne croient jamais aux compliments n'ont pas seulement construit une méfiance, mais un véritable système de protection, une sorte de architecture psychique conçue pour survivre à des dangers qui n'existent parfois plus.
Ce protocole intérieur, né de l'accumulation de blessures et de mémoires anciennes, se met en marche bien avant même que les mots n'atteignent la conscience. Lorsqu'un compliment arrive, le cerveau de celui qui a appris à se défendre interprète la situation non comme un moment de reconnaissance douce, mais comme une situation où il faut se protéger. La neurobiologie montre que le cortex préfrontal et l'amygdale entrent dans une danse étrange. L'un tente de comprendre, l'autre se prépare à combattre. Et dans cette tension silencieuse, quelque chose de profondément humain se révèle. La peur du regard de l'autre est aussi une peur de soi-même. Pourtant, ce mécanisme de survie n'est pas chaotique. Il suit une logique, presque une stratégie silencieuse. Le premier signe en est la vigilance accrue, une manière de scruter l'expression de l'autre, de chercher dans la moindre nuance de voix une incohérence, un indice, un accident verbal qui trahirait une intention cachée. Puis vient le recul, physique ou émotionnel, ce mouvement presque instinctif qui vise à se tenir à distance de tout ce qui pourrait pénétrer trop profondément. Ensuite, un autre signe d'alerte se présente, le renversement. La personne retourne le compliment, minimise immédiatement, détourne l'attention, comme si l'acte même de recevoir quelque chose de bon représentait une intrusion. Et enfin, la dernière étape de ce protocole protecteur est la rationalisation. Elle se dit qu'il s'agit de politesse, de stratégie, d'exagération, de malentendu. Ce n'est pas qu'elle n'entend pas, c'est qu'elle transforme ce qu'elle entend pour pouvoir rester dans un espace intérieur déjà connu. Mais au-delà de la défense individuelle, ce protocole est amplifié par les dynamiques collectives. Dans certaines familles, reconnaître quelque chose de bon en soi est immédiatement corrigé par une remarque pour ne pas prendre la grosse tête, et cette règle devient un code secret que l'on transporte toute sa vie, un code où la modestie n'est plus une vertu mais une obligation. Dans certains environnements sociaux, se valoriser est vu comme un acte d'insubordination, alors chacun apprend à se cacher derrière une façade discrète. Et dans certaines cultures, l'idée de recevoir un compliment sans se justifier est presque un acte de provocation, comme un défi lancé à l'ordre invisible du groupe. Ainsi, le protocole de survie intérieure n'est pas seulement personnel, il s'enracine dans une mémoire collective, dans des schémas ancestraux où la visibilité équivaut à la vulnérabilité. Se protéger d'un compliment dans cette logique, c'est se protéger du regard du monde. Pourtant, ce système de protection, s'il a été utile autrefois, finit par devenir une prison douce, une zone tampon où tu vis sans jamais te laisser atteindre réellement. C'est pour cela que la psychologie contemporaine propose une approche inversée. Transformer ce protocole de défense en protocole de conscience. Cela commence par un geste minuscule, presque invisible, mais d'une puissance remarquable. Ne pas répondre immédiatement. Laisser le compliment exister une seconde de plus, comme une lumière qui touche la peau avant qu'elle ne devienne brûlure. Dans ce minuscule espace, la conscience s'ouvre, éclairant la mécanique intérieure, révélant les anciennes voies, les automatismes hérités, et permettant enfin de respirer dans un territoire où la réaction n'est plus une obligation. La conscience devient un escudo, un champ de force qui ne repousse pas la parole mais qui empêche qu'elle soit déformée avant d'être entendue. Puis vient la retirada stratégique, ce mouvement délicat où l'on choisit de ne pas se battre contre le compliment ni de s'y abandonner aveuglément. On observe, on laisse flotter, on accepte l'inconfort sans s'y soumettre. On se dit peut-être que la personne en face ne ment pas, que son regard voit quelque chose que le nôtre ne voit plus. Et petit à petit, ce protocole de survie cesse d'être un mur et devient un pont, un moyen de traverser les zones obscures où ton estime de toi s'est perdue. Tu n'es plus en train de te protéger de l'autre, mais de te protéger de ta propre habitude, de te diminuer. Et dans cette transformation lente et presque sacrée, surgit le climax philosophique, celui qui s'insinue dans la conscience, comme un souffle ancien qui vient te rappeler que peut-être, depuis le début, tu n'as jamais craint d'être insuffisant, mais d'être vu dans ta véritable ampleur. Peut-être que le compliment n'est pas un piège, mais un miroir que tu as appris à éviter parce qu'il te montre une version de toi trop lumineuse pour ton histoire. Et alors, une dernière question, profonde et persistante, s'installe en toi comme un écho qui refuse de s'éteindre. Et si te protéger des compliments avait toujours été une manière de te protéger du vertige d'être capable? Il existe un moment presque imperceptible dans la conscience humaine, un moment qui se glisse entre deux battements du cœur, où l'on réalise que croire ou ne pas croire à un compliment n'est pas qu'une affaire de confiance, mais une affaire d'existence. C'est une idée étrange, presque trop vaste pour être formulée simplement, et pourtant les philosophes de la reconnaissance l'évoquent depuis longtemps. Nous n'existons pas seuls, nous existons dans le regard de l'autre, dans cette lumière qu'on laisse entrer ou qu'on refuse obstinément. Recevoir un compliment, c'est accepter que quelqu'un t'ait vu, que quelqu'un ait perçu une nuance, une qualité, un fragment de vérité que tu as peut-être enfoui sous des années d'autocensure et de doute. La psychologie contemporaine, appuyée par des recherches de l'université de Harvard sur la perception sociale, explique que ceux qui rejettent systématiquement les compliments ne sont pas seulement méfiants, mais pris dans un conflit existentiel. Laisser entrer un éloge reviendrait à reconnaître une facette de soi qu'ils n'ont jamais cru légitime.
Et c'est précisément pour cela que cet instant de reconnaissance provoque une tension si profonde, comme un choc entre deux mondes, celui que tu connais et celui auquel tu ne te reconnais pas encore. Ce qui est fascinant dans ce phénomène, c'est la manière dont il se manifeste dans le corps avant même de se manifester dans l'esprit. Quand quelqu'un te complimente, tu sens parfois une chaleur étrange monter dans ta poitrine, une hésitation dans ta respiration, comme si ton système nerveux cherchait à décider s'il devait s'ouvrir ou se contracter. Les neurosciences montrent que dans ces instants, l'amygdale, ce centre primal de la vigilance, entre en conflit avec le cortex préfrontal qui tente de t'expliquer rationnellement que tout va bien. Mais pour ceux qui ont appris à se méfier des compliments, la voix de l'amygdale domine. Chaque parole douce semble alors teintée d'ambiguïté, comme si elle pouvait cacher un jugement, une future déception, une exposition dangereuse, et ton corps réagit en conséquence. Retrait subtil, sourire crispé, changement de sujet, tous ces signaux d'alerte qui révèlent une lutte silencieuse entre le désir d'être reconnu et la peur viscérale de l'être. Et pourtant, ce refus n'est jamais pur hasard. Il s'inscrit dans un long parcours intérieur où les compliments, au fil du temps, se transforment en déclencheurs de ce que les psychologues appellent les zones d'ombre identitaires. Ces zones se construisent en plusieurs étapes. D'abord la dissonance, lorsqu'un éloge contredit l'image négative que tu t'es forgée. Ensuite, la résistance, lorsque tu refuses de laisser cette contradiction t'atteindre. Puis l'évitement, lorsque tu commences à contourner les situations où tu pourrais recevoir une reconnaissance. Et enfin, l'effacement, cet état où tu deviens étranger à tes propres qualités, où tu te vois comme un être sans relief, sans singularité, presque transparent. À ce stade, ce ne sont plus les compliments que tu refuses, c'est toi-même que tu refuses de rencontrer. Mais cette mécanique profonde n'est jamais individuelle. Elle se tisse dans les familles, dans les groupes, dans les histoires collectives, comme un fil invisible qui traverse les générations. Dans certains environnements, croire à un compliment est considéré comme de l'arrogance, alors chacun apprend à se diminuer par loyauté. Dans d'autres, se reconnaître une valeur attire l'envie, la critique, parfois même la violence symbolique. Alors la modestie devient un bouclier transmis comme une tradition sacrée. Et dans les mythes sociaux les plus anciens, l'humain qui se voit trop clairement est puni par les dieux, rappelé à sa petitesse, arraché à toute forme de lumière. Ainsi, sans que tu en aies conscience, ton refus des compliments est parfois un hommage involontaire à ce que le groupe attend de toi. Rester discret, rester humble, rester dans l'ombre. Tant que tu n'acceptes pas un compliment, tu restes fidèle à cette mémoire silencieuse. Mais au cœur même de cette loyauté invisible, il existe un geste de rupture, un protocole intérieur qui ne ressemble plus à une défense, mais à une renaissance. Il commence par un acte minuscule. Laisser le compliment entrer, non pas entièrement, non pas profondément, mais juste assez pour qu'il ne soit plus immédiatement rejeté. Cette seconde de suspension, où tu observes le compliment plutôt que ta réaction, devient un espace sacré où la conscience se déploie. Tu y vois les vieilles peurs remonter, les réflexes hérités se manifester, et tu comprends que rien de tout cela n'est toi. La conscience devient alors un champ de protection, un espace où ton identité n'est plus dictée par la survie, mais par la possibilité. Tu n'as pas besoin de croire immédiatement au compliment, tu as seulement besoin de cesser de te protéger de lui. Et c'est précisément dans cet espace, tenu entre deux mondes, que surgit le climax philosophique, cette vérité qui se dévoile comme un murmure ancien au fond de ton esprit. Peut-être que croire en un compliment n'est pas une question de mérite, mais une question d'existence. Peut-être que tout ce que tu as refusé jusqu'ici n'était pas l'éloge, mais le fait d'être vu vraiment. Et alors, dans le silence qui suit cette révélation, une dernière question s'élève, lente, grave, persistante, comme un écho qui traverse ton être tout entier. Et si accepter un compliment signifiait enfin accepter d'être vivant ?